Bonjour à tous, nous voici donc dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le nouveau chapitre d'histoire que nous allons réaliser ensemble durant ce confinement. Donc il s'agit du nouveau thème puisque nous avons achevé avec le travail et le cours sur le judaïsme le thème numéro 2. Donc nous passons au thème numéro 3, l'Empire romain dans le monde antique, que vous pouvez déjà noter donc, dans votre cahier. Et au chapitre numéro 1 de ce thème, conquête, paix romaine et romanisation. Dans ce thème numéro 3, il y aura 3 chapitres. Donc ce chapitre qui va traiter de l'Empire romain en général. Le chapitre 2 traitera des chrétiens et du christianisme dans cet Empire romain. Et le chapitre 3 traitera des relations entre l'Empire romain et la Chine des Han pour un peu sortir de l'histoire européenne et faire une histoire mondiale et connectée. Donc nous allons débuter par l'introduction que nous aurions fait en classe ensemble, qui vous présentait une carte des conquêtes de l'Empire romain entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ. Et finalement, avec cette carte, j'allais vous demander, pour vous, qu'est-ce que c'était qu'un empire? Donc l'Empire romain, on aurait regardé ensemble la carte, donc on aurait vu que vers 300 avant Jésus-Christ, finalement, l'Empire romain n'est que la ville de Rome et ses alentours, et que rapidement, c'est l'Italie qui va être conquise, puis, alors vous allez avoir la Sicile, puis la France actuelle, l'Espagne actuelle, la Grèce, l'Asie mineure, et puis ça va s'étendre au nord, jusqu'en Angleterre, ce qu'on appelait la Bretagne, en Mauritanie, donc en Afrique du Nord, jusqu'en Syrie, en fait la Mésopotamie, puisque là vous reconnaissez le Tigre et l'Euphrate, que nous avons vu lors des premiers États et même dans le cours sur le judaïsme, et finalement nous arrivons ici à la limite de l'Empire romain, donc là où vous avez les traits verts et les traits rouges. Et je vous demandais finalement pour vous c'était quoi un empire? Alors un empire, donc je vais faire la question mais également la réponse, c'est un espace contrôlé en général par un empereur, alors c'est le cas ici également, et qui comporte différents territoires. C'est différent d'un royaume, puisqu'en général un royaume, vous n'avez qu'un seul territoire. Donc ça peut être la France, quand vous verrez le royaume de France l'année prochaine, ou le royaume d'Italie. Mais un empire, sa particularité, c'est qu'il est déjà très vaste, et qu'en plus de ça, il a différents territoires, il règne sur différents territoires. Et cela pose un problème, chose que nous aurions vu ensemble, c'est que dans cet empire, il y a différentes populations, puisque nous avons étudié la Grèce antique, nous avons étudié la Rome antique, nous avons étudié cette partie-là, donc la Mésopotamie, le croissant fertile avec le judaïsme, et nous avons vu qu'il y a différentes populations. Et le problème d'un empire, ou l'avantage, c'est d'avoir différentes populations. L'avantage, finalement, c'est de pouvoir faire des échanges et pouvoir apprendre des choses de populations que d'autres ne connaissent pas. Mais le désavantage, également l'inconvénient, c'est que ces populations peuvent rentrer en conflit, voire en guerre. Et, chose que je rajoute également, c'est que vous aviez ce qu'on appelle des peuples barbares, donc les Germains ici, les Scots ici, les Parthes ici, qui sont des peuples qui vont essayer de rentrer dans l'Empire romain et de récupérer des territoires. Voilà ce que nous devions voir dans l'introduction, finalement, la définition d'un empire. Et après ça, donc vous devez noter l'introduction, plusieurs peuples ont dominé la Méditerranée durant l'Antiquité. Après la civilisation grecque, ce fut au tour de la civilisation romaine de dominer la Méditerranée. Cette domination va être représentée par l'Empire, alors c'est une définition, donc c'est à noter en rouge, ensemble des territoires dominés par les Romains, qui, à son apogée, c'est-à-dire son maximum, va de l'océan Atlantique à l'Afrique du Nord jusqu'à la Syrie. Cet empire est donc composé de différentes populations. Et la problématique de ce chapitre, justement, c'est comment la ville de Rome a-t-elle pu fonder un empire uni et apaisé autour de la Méditerranée? Parce que qui dit un empire très grand, dit un empire où il y a, comme je vous l'ai dit, plusieurs populations, et donc des risques de conflits, des risques de mésentente entre les populations. Et nous passions au grand 1, la création et l'organisation de l'Empire romain. Petite info, l'Empire avec un grand E correspond au régime politique, alors que l'Empire avec un petit e correspond au territoire. Donc ça se ressemble, mais finalement quand il y aura un grand E, alors je vous le redirai au fur et à mesure des vidéos, c'est quand on parle de la politique de l'Empire, alors que le petit e, ce sont les territoires qui peuvent plus ou moins s'agrandir ou se rétrécir. Et je repartais sur cette carte-là. Puisque, en fait, cette carte de l'introduction, c'est une carte des conquêtes sous la République et sous l'Empire. Puisqu'avant de devenir un empire, en fait, l'Empire était ce qu'on appelle une république. Alors, res publica, donc c'est le pouvoir du peuple. En fait, Rome était une république. C'est-à-dire que
c'était le peuple romain, puisque finalement, c'était surtout la République était cette petite chose violette que vous avez ici, c'était le peuple romain qui avait le pouvoir. Alors, c'était pas toute la population qui décidait des lois et qui votait des lois, c'était notamment le Sénat qui était élu, qui était choisi et qui représentait le peuple pour justement voter les lois. Et au fur et à mesure, cette république, en fait, va perdurer pendant des centaines d'années. Et puis, certains généraux romains, dont un que vous connaissez, Jules César, alors vous avez ici sa vraie représentation, sa sculpture, mais en fait ici, vous le connaissez notamment par Astérix Obélix, puisque dans Astérix Obélix, c'est Jules César qui est représenté, c'est celui qui part à la conquête de la Gaule. Puisqu'en effet, durant cette République romaine, donc c'est ce que vous avez en rouge, il y a des conquêtes. C'est-à-dire que des conquérants, des généraux vont partir à la conquête de l'Europe pour justement gagner des territoires, gagner des terres, gagner du peuple et donc gagner de la puissance. Et notamment Jules César. Jules César, lui, ce que vous avez en jaune en fait, part à la conquête de la Gaule. C'est l'histoire d'Astérix Obélix, de ce petit village gaulois qui ne veut pas être pris par les Romains. Et Jules César, il a écrit par exemple l'histoire de sa conquête de la Gaule. Et puis quand il va revenir à Rome, il va y avoir une guerre civile entre les généraux et il va se faire élire dictateur à vie. Alors un dictateur, c'est un homme qui est choisi sous la République pour avoir les pleins pouvoirs en période de crise. Et en fait, Jules César explique à ce moment-là qu'il doit être choisi comme dictateur puisque la République est en crise, puisqu'il y a plusieurs généraux qui veulent prendre le pouvoir, qui veulent faire tomber la République justement pour que ce soit plus le peuple qui dirige, mais une seule personne, et donc il décide de se faire élire dictateur. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà la fin tragique de Jules César, puisqu'il est assassiné par son fils et par d'autres membres du Sénat et d'autres membres de son entourage, parce qu'ils avaient peur justement qu'il prenne le pouvoir tout seul. Donc, à vous de noter maintenant la trace écrite. La ville de Rome est une république, État dans lequel le pouvoir appartient à l'ensemble des citoyens ou à une partie d'entre eux, depuis 509 avant Jésus-Christ et la chute de la royauté. Au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, les généraux victorieux cherchent à s'emparer du pouvoir, c'est le cas de Jules César dont j'ai envie de vous parler. Et Jules César, général conquérant de la Gaule, se fait nommer dictateur à vie en 49 avant Jésus-Christ. Donc il est élu en 49 avant Jésus-Christ et il se fait assassiner en fait en 44 avant Jésus-Christ par, comme je vous l'ai dit, son fils Brutus et d'autres personnes de son entourage ainsi que des sénateurs qui ont peur finalement que Jules César fasse tomber la République et crée un nouvel empire ou une nouvelle forme politique où ce n'est pas le Sénat et ce n'est pas le peuple qui a le pouvoir. Mais arrive en fait un nouveau personnage, donc qu'on appelle Octave, puis Auguste, qui est en fait le fils adoptif de César, puisque il est connu, et c'est quelque chose qui est fait très facilement dans l'Empire romain et dans l'Antiquité romaine, d'adopter des gens lorsqu'on veut qu'ils prennent notre suite. Et donc, Octave n'a absolument pas de lien réel avec Jules César, mais il devient son fils adoptif. Et après la mort de Jules César, il y a un peu une période de flou, puisque on avait quelqu'un qui était à la tête de la République romaine pour essayer de sauver la République romaine, et finalement, il n'y a plus personne. Donc Octave va en profiter, puisqu'en 44, il a une vingtaine d'années, pour un peu poursuivre la suite de Jules César. Alors il est général, donc lui aussi il part faire des conquêtes, notamment des conquêtes en Égypte. Alors ils partent faire des conquêtes, et puis il va rentrer en conflit également avec d'autres généraux pour essayer de prendre le pouvoir. Et puis en fait c'est Octave qui va gagner. Donc pour vous montrer, voilà tout l'Empire romain à la mort d'Auguste, qui s'appelle en fait Octave. Donc vous avez la Grèce, vous avez également l'Asie mineure, une partie de la Syrie, toute l'Égypte, une grande partie de l'Afrique du Nord et toute ce qu'on appelle la péninsule ibérique. Et donc finalement, Auguste, va prendre le pouvoir après cette guerre civile, et c'est le Sénat, donc ceux qui représentaient le peuple, qui vont lui donner au fur et à mesure du pouvoir, parce qu'ils vont se rendre compte que Octave, en fait, veut juste, c'est ce qu'il dit, sauver la République. Il dit, voilà, si vous me choisissez moi, je sauverai la République. Et finalement, c'est ce qui va se passer. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et le Sénat va lui donner au fur et à mesure du pouvoir.
et l'Empire va naître et la République va mourir, puisque l'Empire, l'empereur, a tous les pouvoirs. Donc, c'est ce que je vous mettais dans votre trace écrite. Après son assassinat en 44 avant Jésus-Christ, son fils adoptif, Octave, mène une guerre civile contre Antoine, un autre général. C'est le même principe que Jules César, en fait. En 27 avant Jésus-Christ, le Sénat, donc je vous rappelle, c'est le représentant du peuple romain, donne à Octave le titre d'Auguste, donc choisi des dieux, voilà pourquoi est-ce qu'il s'appellera plus tard Auguste, et d'Imperator, général victorieux, donc on verra ça plus tard. Il est appelé Imperator, c'est le général qui gagne la guerre. Il concentre entre ses mains tous les pouvoirs et décide de tout. L'Empire, pouvoir entre les mains d'un seul homme, remplace la République. Voilà. Donc en fait, Octave, Auguste, il va faire la guerre, donc je vous le répète, contre Antoine, un autre général, pour finalement être le seul général victorieux. Il va dire au Sénat que c'est lui qui va sauver la République, puisqu'il va essayer d'arranger les choses, et le Sénat va lui donner au fur et à mesure tous les pouvoirs, et c'est comme ça que Octave, qui plus tard va se faire appeler Auguste, va remplacer la République et va créer l'Empire. Alors, c'est une partie un peu compliquée du cours, que je comprends, qu'on aurait fait en cours magistral si nous avions été en classe. Donc, vous pouvez revoir la vidéo plusieurs fois, prendre votre temps, pour vous faire un récapitulatif, pour que ce soit bien clair pour vous. Je prends juste une minute pour vous le faire. Donc, la République romaine, c'est cette petite chose violette que vous avez ici. C'est le Sénat, représentant du peuple romain, qui organise tout. Durant cette République, vous avez des conquêtes, donc avec des généraux. Certains généraux veulent avoir plus de pouvoir. C'est le cas de Jules César, qui va rentrer en conflit, notamment avec, par exemple, Pompée, ou avec Marc-Antoine. Ils vont se faire la guerre, et finalement, c'est Jules César, ce général-là, qui va gagner, et qui va se faire élire dictateur. Donc, il n'est pas empereur. Écoutez bien, Jules César n'est pas empereur. Le premier empereur romain, c'est Octave ou Auguste, d'accord? Jules César se fait assassiner en 44 avant Jésus-Christ. Son fils adoptif, Octave, va lui aussi est général et va aller faire la guerre, notamment contre Antoine. Et il va également, alors il va pas se faire élire dictateur, mais il va expliquer au Sénat que c'est grâce à lui que la République va survivre. Sauf que le Sénat va donner de son plein gré, donc c'est-à-dire qu'ils vont donner eux-mêmes les pouvoirs à Octave, donc il va être Imperator, donc c'est-à-dire le général victorieux, celui qui gagne la guerre, et surtout il va être Auguste, celui qui est choisi par les dieux. Et finalement, avec Octave et Auguste, en 27 avant Jésus-Christ, c'est la fin de la République et c'est le début de l'Empire. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Donc l'Empire, je vous rappelle bien, c'est le pouvoir entre les mains d'un seul homme. Il y a un empereur, il y a un chef. Et nous verrons la suite un peu plus tard. Donc ça, c'est la première partie du cours. Je vous laisse juste écrire les conquêtes de l'Empire romain. Ça, on le fera la prochaine fois. Nous verrons ensemble les conquêtes. Nous verrons comment est-ce qu'on fait la conquête de chaque empire et comment est-ce que ça se passe. Et surtout, avec quels moyens. Donc j'espère que ce cours a été clair pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer un petit mail ou un petit message via l'ENT. Je suis disponible pour vos questions et merci de m'avoir écouté.